Le terme d'espace public est un terme très largement utilisé. Il est utilisé à la fois par les politiciens, il est utilisé par les gestionnaires de la vie publique, il est utilisé par les architectes et les urbanistes, il est utilisé également par les juristes, il est utilisé par les spécialistes en sciences sociales, notamment les psychologues et les sociologues, etc. Mais qu'est-ce que couvre le concept d'espace public? Et de quelle façon l'espace public peut-il être approché? Et quelles sont les disciplines que l'espace public interpelle? Et de quelle façon peut-il y avoir une harmonie entre une approche multidisciplinaire? Voici un certain nombre de questions auxquelles cet essai viendrait répondre. À l'origine de la naissance de la culture et de la communication, on trouve le partage. D'ailleurs, l'homme, c'est à la découverte de l'agriculture comme mode de production qui nécessite la fixation de l'homme qu'est né le village comme première forme d'établissement humain. Et également à la découverte de l'agriculture comme étant un mode économique, un mode de production nécessitant la conjugaison des efforts, ça veut dire l'entraide entre les humains, est née la première forme de société. Et depuis est née la vie sociale et la nécessité de vie et d'activité sociale. Alors, depuis le partage des rôles et des prestations dans le sens entraide, vient tisser le réseau social et constituer l'essence de l'existence sociale et l'essentiel du contrat social. D'ailleurs, dans ce sens va aussi la théorie d'Ibn Khaldoun lorsqu'il parle de l'ijtima'u bada'a bil hajati ila ta'awun al-aydi. C'est ainsi que la société a pris naissance à partir de l'exigence de la conjugaison des efforts. C'est ça donc, c'est le partage, l'entraide, c'est ça qui constitue en effet l'essence de l'existence sociale et de la vie sociale. D'ailleurs, lorsque Caïn tua son frère Abel, tous deux fils d'Adam, Allah envoyait le corbeau pour lui montrer comment l'enterrer et préserver la dignité de son frère qu'il vient de tuer. Ainsi commença la culture et la pratique de la sépulture comme l'une des premières formes de partage. Une citation de l'anthropologue Margaret Mead nous renseigne également que les trouvailles d'un fémur brisé et guéri attestent du début de la civilisation. Dans quel sens? Dans le sens où elle atteste d'un être qui aurait été soigné après s'être brisé, preuve de l'existence de l'entraide. Alors, l'espace destiné à accueillir cette vie sociale devient dès lors le cœur de la ville, que toutes et tous côtoient. C'est aussi le lieu par excellence qui incarne la rencontre et la convivialité. C'est aussi le lieu qui intéresse le visiteur. C'est par conséquent à la fois cœur et visage de la ville. D'où toute l'importance de l'espace public. Alors, le concept de l'espace public est un concept assez large, mais qui peut être défini en considérant un certain nombre de critères. Alors, on va commencer par le premier critère. On va voir quelles sont les catégories que l'espace public couvre du point de vue de la nature de cet espace. Alors, on y trouve effectivement une panoplie de formes dans l'espace public, notamment le réseau des voies de circulation. On y trouve les places publiques, on y trouve les parcs, on y trouve les forêts et les rivières, les équipements publics, etc. Toutefois, on distingue dans cette panoplie ou dans ce concept d'espace public entre deux aspects du point de vue du droit de la propriété. On distingue donc les espaces publics qui relèvent du domaine public, ça veut dire qu'ils sont la propriété de l'autorité publique et qui, dans la gestion et la production, relèvent de sa responsabilité. Et nous avons de l'autre côté aussi les espaces publics
qui relèvent, qui sont convoités par tous, mais qui relèvent du point de vue de leur propriété du domaine privé. À titre d'exemple, les aires de stationnement dans les surfaces commerciales, c'est un espace collectif utilisé par tous. Toutefois, il relève du domaine privé. Il est la propriété privée. Il relève dans sa production, dans sa codification, dans sa gestion de l'ordre privé. On peut également citer l'exemple des espaces entre les bâtiments, les rebords des propriétés privées, les berges de rivières, certains équipements publics, etc., qui sont aussi des espaces publics, toutefois qui relèvent du domaine privé. Maintenant, on va passer à un troisième critère pour distinguer entre les catégories des espaces publics. Nous allons les envisager du point de vue de la fonction de destination. Alors, de ce point de vue, nous distinguons à la fois les espaces publics destinés aux accès à la circulation, les espaces publics destinés au rassemblement et divertissement, les espaces publics destinés à la vie sociale collective de tous les jours, les espaces publics destinés à la vie culturelle, les espaces publics destinés à la vie culturelle, ceux destinés à la vie politique, aux loisirs, à la nature, etc. Alors, maintenant, de quelle façon ces espaces publics sont approchés? Ils sont analysés et considérés. Alors, ils sont approchés de plusieurs façons selon le regard de la discipline ou du spécialiste. Tout d'abord, ils sont approchés en tant qu'espace social. Ça veut dire en tant qu'espace où se déroule l'essentiel de la vie collective sociale, où se déroule l'essentiel des activités collectives sociales. En tant qu'espace de rencontre sociale, où se déroulent les diverses manifestations collectives à caractère social, caractère culturel, à caractère cultuel, à caractère politique, caractère militaire et de divertissement. C'est là où les gens se réunissent pour vendre et acheter, comme dans les souks et les marchés, pour assister à une manifestation culturelle ou pour partager une activité culturelle, pour également partager une activité cultuelle, comme dans les mosquées, ou pour partager une activité politique, comme dans les places où se déroulent les manifestations politiques, ou les discours politiques, ou les rencontres politiques, ou pour se déroulent les activités électorales. C'est également un espace social où se déroule l'activité à caractère militaire, où par exemple se déroulent les parades militaires lors des grands événements nationaux d'une nation. C'est aussi des espaces où les gens viennent pour le divertissement et le loisir, comme dans les parcs, dans les espaces de jeu, etc. Ils peuvent également aussi être approchés en tant qu'espace culturel. Dans quel sens? Dans le sens où ces espaces incarnent l'esprit de la rencontre sociale et de la mémoire collective. D'une, et puis de ce point de vue, ça veut dire du point de vue culturel, ils sont approchés également selon la perception de l'espace et l'esprit du lieu, en tant qu'espace dont l'usage obéit au schéma culturel des pratiques et de l'appropriation culturelle de l'espace. Ça veut dire que, autrement dit, que ces activités sociales qui se déroulent dans un espace public, obéissent à la base à un schéma culturel de pratique et d'appropriation culturelle de l'espace. Et c'est de ce point de vue que l'espace culturel présente un intérêt aux spécialistes. À titre d'exemple, dans les cités du MZAP, tout l'espace obéit à un schéma culturel de pratique et d'appropriation qui est genré. Ça veut dire où se dédoublent les espaces entre les espaces
pour femmes et les espaces pour hommes. On prend la place du marché, par exemple, toute la ville est divisée entre deux centres, un centre intime où les femmes ont la plus grande liberté de circulation, où c'est l'intimité qui règne, où c'est la sécurité qui règne, qui est la mosquée et la zone des habitations, versus le centre commercial, le souk, comme centre de rencontre presque exclusivement masculine, et qui est synonyme de vacarme, qui est synonyme de négoce, qui est synonyme d'espace profane. Je peux prendre aussi l'autre exemple, l'exemple des cafés morts dans les villes maghrébines, où se déroule, qui est fréquenté d'une façon presque exclusivement masculine. Donc, c'est de cela que émane l'intérêt de l'espace, de l'approche de l'espace public en tant qu'espace culturel. Ça veut dire, ce qui intéresse les spécialistes, c'est plus davantage les schémas culturels de pratique et d'appropriation sociale qui guident l'usage, qui orientent la façon d'en prendre usage. Et puis, de l'autre côté, il y a d'autres aussi qui vont s'intéresser à l'espace public en tant qu'espace politique, approché en tant qu'espace destiné à accueillir les manifestations politiques à caractère public et collectif. Là encore, si on essaie un petit peu d'observer la ville, comment se déroule la vie politique, c'est-à-dire l'organisation des politiques, des manifestations électorales publiques, les manifestations politiques publiques, comme le Hirak par exemple, comment ils se déroulaient dans l'espace, c'est tout un champ d'intérêt pour l'analyse, de voir comment il prend place, de quelle façon il se déroule, où est-ce qu'il prend place, où est-ce que se fait la circulation, etc. Donc il y a une forte symbolique là-dedans, et il y a tout un schéma qui dénote de fondements culturels. On peut également envisager ces espaces publics du point de vue physique, en tant que lieu et objet construit, destiné aux fonctions sociales à la fois de circulation, d'accès, de divertissement, de rencontres et de toutes les manifestations collectives à caractère public. Il est alors composé de la hiérarchie de la voirie, des places, des parcs, des aires de divertissement et de loisirs, de forêts, de rivières, etc. Il est dans cette catégorie, il est approché en tant que lieu et objet construit du point de vue de leur configuration, aspect, composition, architecture, aménagement et gestion. Et c'est pratiquement cette dernière approche qui intéresse le plus qui interpelle l'architecte et les urbanistes. Toujours dans le même sens, approche et discipline, alors on va trouver que chaque discipline nous renseigne sur un aspect. Alors, la recherche sociale nous renseigne sur le comportement des usagers, les fréquences, la forme d'usage, les modalités et contenus des usages à travers les comptages, les enquêtes d'usage, l'observation des pratiques, etc. Tandis que la recherche anthropologique nous renseigne sur les schémas culturels d'appropriation et de pratique de l'espace qui guident les façons de vivre l'espace. Tandis que l'architecture nous renseigne sur les modalités de composition et sur les systèmes de configuration, et l'urbanisme nous renseigne sur les modalités d'aménagement et d'équipement, et l'administration nous renseigne sur les aspects et les modalités de gestion. Maintenant, nous allons parler des aspects de gestion de l'espace public. Alors, l'espace public est reconnu pour son étroitesse physique et la diversité de mentalités des nombreuses personnes qui l'utilisent, ce qui par conséquent pose un défi d'aligner les comportements sur une règle commune, afin d'éviter les conflits et les dysfonctionnements. D'ailleurs, de là est né ce que les sociologues appellent la culture urbaine. La ville en est
un cas, on est un exemple. C'est un espace très étroit où se concentre un volume énorme de populations culturellement et mentalement diversifiées. Et si on laisse à chacune le soin de gérer cet espace ou de le vivre à sa guise, selon son schéma, cela aboutirait certainement à une situation chaotique de conflit, ce qui a généré l'importance ou la nécessité d'aligner tout ce monde sur une règle commune afin d'éviter justement ces accidents, ces conflits et afin d'éviter le dysfonctionnement de ces espaces. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on qualifie de culture urbaine. La gestion de l'espace public devient alors une nécessité. La gestion de l'espace public relève en grande partie, et sauf exception, de l'autorité publique, ce qui nécessite des lois, des règlements, des outils, des cadres, des acteurs, etc., afin de codifier et de réglementer les usages. On peut citer à ce propos et à titre d'exemple le code de la route. Alors, vous imaginez si chacun conduisait à sa guise, à sa manière, et comment il se l'imagine, ça serait encore le chaos, étant donné le volume des usagers et l'étroitesse de l'espace. Et d'ailleurs, c'est ça qui caractérise l'espace urbain et qui, par conséquent, justifie l'importance de la culture urbaine et de la réglementation des usages afin d'aligner les comportements. Alors maintenant, la planification, la production, l'aménagement et l'entretien des espaces publics relèvent aussi de l'autorité publique. Ce sont des espaces qui doivent être à la fois planifiés, produits, aménagés et entretenus continuellement. Mais c'est qui s'occupe de cela? En grande partie, bien entendu, en ce qui concerne le domaine public, c'est l'autorité publique. C'est pratiquement la partie qui implique le plus directement les architectes et les urbanistes associés aux autres disciplines en sciences sociales. Parlons maintenant des aspects de planification, d'aménagement et d'équipement des espaces publics. Alors, c'est quelque chose c'est une tâche qui relève essentiellement de la responsabilité de l'autorité publique pour ce qui est des espaces publics relevant du domaine public. C'est pratiquement, comme je le disais, la partie qui implique et interpelle le plus les architectes et les urbanistes, associés bien entendu aux autres disciplines en sciences sociales surtout. C'est un volet important du contenu, d'ailleurs, des plans et règlements d'urbanisme et des politiques d'équipement. C'est ça exactement. Donc, aussi bien les plans d'urbanisme qui s'occupent de l'affectation des fonctions dans l'espace, ce qui est dit d'une façon un petit peu parfois réductrice, le zoning ou le zonage, et s'occupe également de réglementer l'usage afin de codifier les comportements dans ces espaces publics. Donc c'est ça un petit peu le gros des plans et des règlements d'urbanisme. Et puis nous avons également de l'autre côté les politiques d'équipement qui émanent également des politiques publiques qui, elles, vont répartir le volume d'investissement et répartir les équipements projetés dans l'espace. Même si ces équipements peuvent être produits par l'autorité publique ou produits par un partenaire privé ou par association, mais la planification et l'affectation de ces équipements et la programmation de ces équipements relèvent également de l'autorité publique et ils sont contenus dans les politiques d'équipement. Il faut aussi savoir que l'entretien et l'amélioration des espaces publics doit être un processus ouvert et continu sur la base d'observation des comportements des usagers afin de guider la démarche du praticien spécialiste. Ça ne se termine pas
rien qu'au niveau de la planification et de la production. Il ne suffit pas tout simplement de créer ces espaces ou de les produire et pour en finir avec, mais il faut également, après la réglementation, les gérer et également maintenir le processus d'amélioration ouvert et continu. Ça veut dire qu'on est toujours attentif à voir comment c'est dans la vie pratique se déroule l'usage et l'utilisation de ces espaces afin de corriger les anomalies et d'améliorer la situation. Et très souvent, ceux qui servent dans cette tâche, alors l'observation elle est faite par la recherche sociale, tandis que la reconfiguration physique elle est faite par les architectes et les aménagements sont faits par les urbanistes. Maintenant, un petit mot historique. Alors, l'espace public va de pair avec l'existence de la vie sociale. Il a existé depuis que la vie sociale est sur Terre, depuis que l'humain a découvert la vie en société et s'est établi en collectivité. Alors, depuis, l'espace public est présent dans toutes les cultures. Depuis que l'homme s'est désédentarisé et a appris à vivre en société. L'histoire des villes, d'ailleurs, nous renseigne sur l'agora grecque, l'amphithéâtre romain, la rahba arabe, les champs de manœuvre du 19e en Europe, etc. Toutefois, ce qu'on constate amèrement, pour cause d'occidentalocentrisme, la culture de l'islam a été toujours mise à l'écart du schéma de l'histoire urbaine universelle. On n'en trouve pas de traces. Lorsque vous allez faire votre recherche dans n'importe quelle définition de l'histoire des villes ou de l'histoire de l'architecture, vous allez voir que la culture de l'islam est exclue. Alors, mais qu'en est-il donc? Disons un petit mot, qu'en est-il de l'espace public dans la culture et l'espace des cités de l'islam? Alors, la pratique du groupe, la vie collective et l'entraide sociale sont fortement recommandées en islam. La cité dans la culture de l'islam est reconnue par ses grands lieux animés de vie sociale. Toutefois, elle se distingue par son approche éthique de l'espace public. La notion d'éthique de l'espace public est fondamentale dans la culture de l'islam, alors que c'est l'élément manquant dans l'esprit de la charte occidentale, régit seulement selon les termes de loi. Alors maintenant, de quoi il s'agit lorsqu'on parle des enjeux éthiques? Alors, les enjeux éthiques, la notion d'éthique de l'espace public est fondamentale dans la culture de l'islam, alors que c'est l'élément manquant dans l'esprit de la charte occidentale, régit seulement selon les termes de la loi. La notion d'éthique puise sa source dans un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, où il bannit l'occupation et la perturbation des passages. On lui a demandé, on lui demanda alors si nous n'avons pas d'autre place où se rencontrer. Y a-t-il une alternative? Il répondit, si vous n'en trouvez de lieu de rencontre, alors conformez-vous aux règles d'éthique. Lesquelles? Lui demande-t-on. Alors il répondit, éviter les regards malveillants, ne pas causer de préjudice, répandre le salut et observer l'éthique. Donc ce fameux hadith, الرسول صلى الله عليه وسلم لما نهى عن الجلوس في الطرقات فقيل له يا رسول الله إن لم يكن لنا بد من ذلك فقال فإن أبيتم فأعطوا الطريق حقه. Donc la notion du droit de la rue. Alors, وما هي حقوقه يا رسول الله؟ قال غض البصر وإفشاء السلام وتجنب الأذى. Donc, ce sont les recommandations du prophète quant à l'éthique des pratiques de l'espace relatives aux droits de la rue. Alors, l'approche de l'espace en islam se distingue donc fondamentalement par ce principe animiste.
qui accorde aux espaces une vie et une âme, en vertu de quoi on leur doit droits et respects. Dans cette perspective intervient le hadith évoquant les droits de la rue ou du passage public. Alors maintenant, en conclusion, je réserve le mot de la fin pour le point capital et le plus important de cette intervention, qui est de savoir de quelle façon peut-on approcher un objet aussi complexe, ça veut dire composé de plusieurs dimensions, de la façon qui assurerait le plus de cohérence. Alors pour cela, il faut juste se rendre compte et prendre conscience que ni l'architecte, ni l'urbaniste, ni le gestionnaire ne peuvent concevoir, produire, gérer, organiser l'espace public exclusivement en tant qu'espace physique. Ils doivent s'associer aux autres spécialistes, surtout en sciences sociales, pour envisager les modalités appropriées qui répondent aux exigences d'une harmonieuse utilisation de l'espace public par la collectivité. Il ne s'agit aucunement que les uns se substituent aux autres. On ne demande pas à ce que l'architecte ni l'urbaniste prennent la place de quiconque d'autre et inversement, mais juste de s'asseoir ensemble pour que les uns comprennent le langage et la logique des autres, de sorte à planifier, composer et gérer de la façon qui assurerait le plus d'harmonie entre les différents aspects. Alors, si les espaces publics sont dépourvus de dépotoirs de déchets, par exemple, c'est inutile d'engager des cours de civisme liés à la propreté des espaces publics à l'école. Donc on ne peut pas éduquer les enfants à la propreté des espaces publics, des lieux publics, sans en équiper ces lieux, même des équipements adéquats qui répondent à cette exigence. Soyons justes, il faut se rendre à l'évidence. On ne peut pas parler dans les mosquées, dans les écoles, de la propreté des lieux publics et des espaces publics, alors que nos lieux publics, nos espaces publics sont dépourvus de tous les équipements d'hygiène publique. Il n'y a pas de toilettes publiques, il n'y a pas de dépotoir pour déposer les déchets publics, il n'y a pas de collecte de ces déchets gérés d'une façon convenable. Alors, c'est de cela qu'il va falloir prendre conscience pour que toutes ces actions soient coordonnées, soient également intégrées les unes aux autres de façon à donner un résultat harmonieux. Et c'est malheureux, surtout, au niveau de l'espace public, la problématique la plus frappante actuellement en ce qui concerne nos villes en Algérie, c'est la question d'hygiène publique. La problématique de l'hygiène, des enjeux de l'hygiène publique dans les espaces publics reste cruciale. Il n'y a pas d'équipements qui sont favorables à une éducation favorable à la propreté publique. Commençons d'abord par ces équipements. Commençons d'abord par un système de gestion de l'hygiène. Ça veut dire l'entretien de ces lieux. Il ne suffit pas seulement d'équiper les lieux, mais également de gérer ces équipements avant de procéder à l'éducation et à la réglementation. Je vous remercie pour votre attention et j'espère vous revoir à d'autres occasions.